Bonjour à tous. Alors maintenant, nous allons accueillir un des fers de lance de ce salon qui commence à avoir une réputation même outre-France. Donc c'est Mika Barbaria qui est donc le créateur et celui qui a fait la marque Swell de Spirits. Alors on va commencer tout simplement pour savoir qui il est, ce qu'il a fait, comment il a eu l'idée de créer cette société-là. Donc bonjour Mika. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Donc du coup, tu vas te présenter en quelques mots sur avant ta vie de Swell de Spirit. Écoute, la vie avant Soil de Spirit, c'était ingénieur. Ingénieur en génie mécanique qui a bourlingué, qui a fait le tour du monde, on va dire, en Australie, en Asie, un petit peu partout en Europe, et pour se focaliser sur la passion, qui est avant tout les spiritueux. Donc un petit tour d'horizon, on va en parler plus précisément, mais voilà. Donc du coup, comment t'es venu cette idée de créer un embouteillage, de devenir un embouteilleur indépendant? Encore une fois, c'est la passion avant tout, l'amour du produit, des spiritueux. Distiller aussi auprès des distilleries partout dans le monde et avoir vraiment ce côté terre à terre, de passer du temps dans chaque distillerie. Depuis plus de 10 ans maintenant, je fais ça. Et pourquoi pas mettre le pied à l'étrier. Et le Covid est arrivé, on le sait très bien, il y a 2-3 ans en arrière. Et ça a été le temps de se remettre en question. Puis j'avais des fûts, j'avais des choses qui pouvaient le faire, quoi. Et donc je me suis lancé. Soil de Spirits, c'est la houle des spiritueux. On se laisse porter par la vague et puis on fonce. Du coup, c'était quoi la genèse pour toi? C'est-à-dire qu'à un moment, ta passion devient prioritaire dans tes choix de vie et tu décides de faire cette marque-là au travers de tout ce que tu avais déjà goûté. Mais est-ce que tu avais déjà, donc, comme tu disais, avoir peut-être déjà quelques fûts en tête, avoir déjà goûté d'autres choses? Alors la passion première, c'est le Scotch whisky. Du fait de ma famille italienne, côté de ma mère, qui était fan de Scotch whisky, les vieux Macallan et compagnie. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, je suis passé. J'étais attiré par les spiritueux français, le rhum notamment. Et puis, voilà, pourquoi pas lancer une marque qui soit vraiment non seulement focalisée sur les spiritueux, mais tous les spiritueux. Pourquoi pas se limiter à. pour- Pourquoi se limiter à un spiritueux? Après, bien sûr, c'est plus fragile, on ne sait pas où on va. On ne peut pas être bon partout, comme on dit. Mais pour l'instant, ça marche et on continue à te lancer. Oui, ça marche plutôt bien, oui. Du coup, dans tes choix, c'est vrai que c'est assez pointu, mais on va revenir vraiment à l'origine. Pourquoi ce nom? Alors, swell, c'est la houle en français. Euh, Ma compagne est écossaise, donc un petit peu la touche internationale aussi. Mais la passion du surf depuis l'Australie, la passion de prendre la vague, se laisser bercer et aller voyager. Et puis la houle, qui est une belle définition sur Wikipédia, Hmm. un mouvement ondulatoire à l'horizon. Enfin, je la connais pas par cœur, mais une très belle définition. Et ça représente vraiment Swell de Spirits, la marque à part entière. Et puis la passion, comme je disais, du surf en tant que hobby, passion. Oui, c'est ce qui regroupe un petit peu tous les aspects du partage, du bon temps et du reste. Du coup, le logo, alors je sais que tu travailles avec quelqu'un qu'on affectionne particulièrement, Bastien. On va parler de lui un petit peu parce qu'il est aussi dans on va dire, de la genèse de ce logo et de toutes les étiquettes que tu produis qui sont quand même une marque de fabrique reconnue maintenant partout. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment a été votre rencontre qu'est-ce que vous avez mis en commun et voilà. Donc Bastien, ça s'est fait, on va dire, au travers des réseaux sociaux, comme la plupart maintenant. La technologie a pris le dessus, a pris le pas. Et donc on se retrouve avec une belle rencontre au travers d'Instagram et du partage de passion du rhum. Donc, au début, on discutait un petit peu autour du rhum, puis c'est vite parti sur mon projet,
qui bien sûr ne s'est pas créé du jour au lendemain. Ça a été un projet de longue haleine. Donc voilà, je lui ai parlé de tout ça. Il m'a dit j'avais déjà vu dans son compte qu'il avait pas mal d'étiquettes éphémères. Du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est possible qu'on puisse travailler ensemble ou qu'est-ce que tu en penses, quoi. Ça s'est fait machinalement, on n'a pas trop discuté. On se dit, on se lance tous les deux et on va dans l'aventure Soil Spirits. Il aimait beaucoup mon approche, j'aime la sienne. Donc, on est devenus amis, hein, bien sûr. Et ce travail sur le détail, qu'on est quand même assez méticuleux, sérieux sur chaque détail de l'embouteillage. Donc je pense que on met un point d'honneur à faire de belles étiquettes, même si c'est pas le tout. Il faut que le produit, le liquide dans la bouteille, c'est plus important. Mais si on peut allier les deux, c'est un plus. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on aime bien avoir sur nos étagères des choses qu'on aime regarder aussi. Vos origines d'étiquettes sont diverses et variées, avec des collections différentes qu'on abordera juste après. Mais je pense qu'au travers aussi de votre logo, de ton nom, tu as voulu faire passer un message d'éthique aussi. Et je pense que dans la création des étiquettes, ça se retrouve. T'es d'accord avec ça ou Je suis ravi d'écouter dire ça, parce que c'est vraiment ce que je voulais, la vision et ce côté terre à terre, l'éthique, le côté du partage, échange est bien réel. Et c'est ce que je voulais. Et si tu arrives si le consommateur lambda et toi-même, vous avez vu au travers des étiquettes ce message, c'est encore mieux. Oui, puis en plus, c'est assez rigolo, hein, les inspirations que peut avoir Bastien aussi. Alors, non seulement sur les gammes à travers le monde, sur les lieux sacrés, les lieux reconnus, mais aussi sur on va dire des choses un peu déroutées dans le milieu des films. Voilà, nous, on s'amuse beaucoup avec ça aussi. Du coup, quels ont été en fait les choix de tes premières cuvées? Parce que pour rien de cacher, Swell est apparu dans le paysage du rhum pour nous qui sommes déjà des vieux de la veille dedans. Et ça a mis un pavé dans la mare avec un produit phare qui a été essentiellement d'abord le Hamden et après aussi le cognac. Des étiquettes magnifiques, des jus qu'on a trouvé tous extraordinaires. Mais comment toi, en amont, tu as fait ces premières cuvées et ce choix-là, en fait? Tout d'abord, merci Stéphane pour les compliments. Non, mais ça, Super tu sais sympa. ce qu'on en pense. Mais ensuite, de l'approche des fûts, du choix de lequel partir et quoi faire en premier, surtout aller dénicher des pépites, c'est de plus en plus compliqué d'ailleurs pour nous. C'est sûr. On se fait fermer par des grosses boîtes, des grosses machines dans le milieu qui ils veulent plus fournir. Où on passe par les brokers, ils sont de plus en plus gourmands. Et on se retrouve avec des tarifs inaccessibles. Et du coup, c'est pas l'image de Swell. Donc, on travaille beaucoup sur ce point de vue-là. Pour revenir à ta question primaire, la première cuvée, c'était vraiment important de partir avec un spiritueux français. Donc, j'en ai parlé à Amy d'ailleurs quand je l'ai vu aujourd'hui. C'est Amy et Jean Pasquet. Donc, je voulais vraiment faire de partir avec un spiritueux français, un cognac de chez la famille Pasquet. Et du coup, j'avais fait le tour de quelques fûts qui me proposaient. J'ai mis pas mal de temps, comme pour tous les autres fûts d'ailleurs, à identifier, à déguster et à choisir. Du coup, là, j'avais des marqueurs. Je voulais vraiment des marqueurs qui se rapprochent du whisky, du Scotch whisky et des sherry, des Scotch whisky en sherry, pour amadouer un petit peu les amateurs de whisky et leur faire découvrir autre chose, surtout en partant par un cognac. Et c'est vrai que les notes de cuir apparaissaient. Voilà, on avait une belle petite pépite et pourquoi pas un 1983, enfin l'eau 83. Petite champagne, donc c'était parfait pour débuter. Et ensuite, bien sûr, de suite derrière après, on a eu un Scotch Whisky Ben Nevis, la passion aussi en tout lieu. Et Ben Nevis, qui est une distillerie assez réputée dans les Highlands en Écosse.
Et ensuite, on est parti sur un sherry fût, un fût de sherry, Oloroso. Et ensuite, on est parti sur la troisième cuvée, comme tu disais, le Hamden 2011, Hmm. qui là a mis un petit peu le point sur la table et a dit ah bon, mais maintenant on arrive dans le milieu du rhum par une belle cuvée à ester que ben, il y a beaucoup d'amateurs et ça fera parler de nous. J'hésitais entre le Foursquare et le Hamden. J'ai finalement choisi Je le crois que tu as fait Hamden. le bon choix. Merci. Merci. Bon, le Foursquare a suivi pas longtemps après, hein. C'est C'est ça. ça, ouais. Du coup, c'était intéressant parce que pourquoi ce choix justement de démarrer, toi qui viens du whisky essentiellement, t'aimes beaucoup le rhum et tu le développes d'autant plus, et en fait, tu es en train de révolutionner un petit peu aussi les marqueurs du rhum en faisant des choix très différents de ce qui peut exister, c'est-à-dire que même sur des distilleries connues, on arrive à trouver des tonalités et autres différentes. On peut évoquer un petit peu ben, la nouvelle cuvée hein, ta cuvée anniversaire des 2 ans, ou si tu veux nous dévoiler un petit peu les secrets de cet embouteillage, c'est un travail personnel qui a amené un produit, on va dire, somme toute, un peu quelconque, à un produit exceptionnel, en fait. Alors, ce fût-là a été aussi acheté à son arrivée de la Jamaïque au travers d'un courtier. Un fût qui avait son liquide était vraiment. Il avait de quoi faire en fait. Je devais apporter la pâte, la touche swell, parce qu'il ne pouvait pas se vendre ou alors le mettre dans un blend, le blender, faire un assemblage avec. Mais il avait ce côté high ester qui était sublime, en attaque de bouche et tout. Il avait tout ce qu'il fallait, un diamant H chez Hamden, voilà, 7 ans tropical 2013, superbe. Mais le problème était que il avait pas de finale, quoi. Il avait plus de longueur, il avait pas trop de longueur, ça s'estompait derrière, de suite après l'attaque en entrée de bouche. Je me suis dit, ben, écoute, Mika, je vais le garder un petit peu, je vais voir ce que je vais faire avec. Et ce que j'ai fait avec, c'est le mettre dans un fût, faire du finish, comme on fait beaucoup dans le Scotch whisky, et amener un petit peu, aller rechercher la palette aromatique qui manquait dessus, et la finale, la robustesse, et apaiser un petit peu cette entrée de bouche qui était assez agressive. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui se passe, même les meilleurs chimistes ne peuvent pas décrire ce qui se passe dans le fût, l'échange du bois et du liquide. Et ben, c'est au jour le jour, au mois le mois, on l'a vérifié. Donc Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, régulièrement, tu viens tester, tu goûtes, et à un moment, tu te dis, voilà, c'est exactement ce que je cherchais dans la palette aromatique. Comment ça se passe? donc en fait, c'était un fût Nuit Yarmouth 94 que j'avais embouteillé l'an dernier, qui a une belle palette aromatique. Donc Sur le flashback, hein. sur le flashback, ouais, le second, il me semble. Donc, en fait, on l'a vidangé, c'était tout frais. Donc je l'ai entonné, j'ai mis le fût de Hamden à l'intérieur pour aller chercher ce que j'ai expliqué. Et là, eh ben, c'est comme tu dis, on ne sait pas trop, est-ce qu'on va être trop gourmand aussi? Hmm. Est-ce que ça va, d'une semaine à l'autre, ça va changer, ça va tourner, je sais que ma compagne, parce que j'ai merdé 2 fois sur des fûts comme ça avec du finish, donc c'est une perte financière avant tout. Bah oui. Et parce que je voulais aller chercher autre chose ou un problème d'embouteillage sur place en Écosse, notamment. Et du coup, ma compagne Kelly m'a dit ben là, arrête tes conneries, sors-le. Il est superbe comme ça. Bon, elle a bien fait, c'est elle qu'il faut remercier alors. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, Kelly. du coup, c'est ton ancienneté aussi dans le milieu du whisky qui fait que tu arrives à chercher ce complément. Tu parlais du sherry, mais c'est une tradition qu'on commence à voir un peu dans le rhum sur des finitions un peu plus marquées, même s'il y a beaucoup de choses qui changent et qui sont testées en ce moment. Et toi-même, tu as une série expérimentale, donc est-ce que tu peux nous en parler? Comme tu dis, Stéphane, on a vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est de passer du temps avec des distilleries, aller mettre de chez, aller distiller dans l'Armagnac, passer du temps aussi dans le cognac. C'est super important. Le Calvados, C'est le ça, c'est rhum. ça qu'il faut rajouter, c'est-à-dire que non seulement tu choisis des fûts, tu vas voir des brokers et autres, mais tu vas aussi sur le terroir, tu vas discuter avec les gens et tu vas t'imprégner, parce que je sais qu'il n'y a pas très longtemps, tu as été resté longtemps à aller même faire les distillations avec eux, et c'est ce qui fait que maintenant tu maîtrises aussi un petit peu plus les assemblages et le reste, non? Oui, ça fait partie de l'ensemble qui me permet de toucher à tout. Je distille depuis X années dans le Scotch whisky. L'année dernière, j'étais chez Francis Cuthbert, Ouais. c'est chez Daphne.
Voilà, c'est un nom dans le milieu. Et j'ai passé 1 mois et demi chez lui à décider, bon, à nettoyer plus de cuves qu'autre chose, mais À t'imprégner des odeurs. voilà, on va dire ça comme ça, ouais. Mais l'Armagnac, c'est pareil. Je passe aussi une à 2 semaines, voire un mois avec les bouilleurs de cru avec Saint-Martin dans le Gers, avec un bouilleur de cru ambulant. Donc et vraiment de s'imprégner de chaque distillation, de chaque terroir, de chaque milieu, en fait, dans chaque spiritueux, mettre beaucoup pour anticiper et sortir un petit peu du cadre et avoir une petite ouverture d'esprit, même si le milieu des spiritueux, ça bouge beaucoup. Oui. Il y a plein de nouvelles choses, il y a plein d'idées qui sortent et tout. On parle notamment de Family Ritchie, de Hot Brothers, ils sont toujours en train de chercher des blends, des choses fabuleuses. Et voilà, on est un petit peu tous dans le même esprit, hein, on va dire, hein. Et la gamme expérimentale, c'est vraiment pour partir sur un concept d'aller chercher des choses un petit peu barrées. Bon, là, on commence légèrement, mais ça va crescendo, on va dire. La première sortie, c'est un boom. On appelle ça boom. Le boom, oui. Ouais. Donc, on est allé, j'ai distillé chez Baraillon en 2020 de la folle blanche, tout fraîchement sorti de la colonne. Juste pour préciser, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est la folle blanche, parce que c'est vrai que dans le milieu du rhum, on connaît pas trop, mais c'est un cépage utilisé dans le milieu du cognac. Non, de Et l'Armagnac. Ouais. Du Oui, Armagnac et les de deux, ouais. l'Armagnac. Ouais, les deux, ouais. Ouais. Alors, on a les trois aussi. Il y a une passerelle entre le cognac et l'Armagnac au niveau des cépages. Dans l'Armagnac, on a aussi la folle blanche. Et la folle blanche, c'est vraiment un cépage qui est fragile. On en retrouve dans les. On va dire l'Armagnac vieilli, c'est 1-2% quoi, sur ce qu'on a sur les étalages en boutique ou autre. Donc du coup, c'est un produit rare parce que c'est fragile à la base. D'où le nom. Et le rendement est très faible. Donc, du coup, j'avais apprécié l'eau de vie qui sortait de vin de la colonne et j'ai demandé à Laurence Claverie et la famille Claverie de m'en garder quelques litres. Et bon, je l'ai laissé 1 an, je crois, 1 an et demi en cuve. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas mettre ça en Dame Jeanne, couper un quart, voire 2 quarts du bouchon de liège, le laisser aérer à l'extérieur, bon, le rentrer la nuit, hein, voilà. Et avoir un petit peu les conditions climatiques, jour-nuit, nuit et jour, pression atmosphérique, compagnie, et avoir un petit peu de voir comment l'alcool intérieur, le liquide va évoluer au travers du temps. Donc, je l'ai laissé 1 an, j'ai perdu 8 degrés et 3-4 litres d'alcool dans une Dame Jeanne de 27 litres. Et après, tu as enchaîné sur un Calvados, c'est ça? Voilà, la seconde expérimentation, ça a été un Calva de chez Garnier, distillerie Garnier, dont là aussi, son père, le père à Nicolas, a eu la pression au début où il ne voulait pas trop le faire. Parce que bon, c'est vrai qu'on va bouger un petit peu les mœurs, d'aller chercher un vieux Calva de 19 ans d'âge et le laisser dans un fût de longue pond, rhum jamaïcain pendant 1 mois. Je pense que c'était quand même assez risqué. Puis j'avais tout intérêt que ça soit bon, parce que sinon j'allais Sinon, il y avait ta faire femme. virer. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon, ben ensuite, c'était donc cette série expérimentale. On va juste évoquer rapidement les différentes gammes que tu as pu mettre au point, puisqu'on a donc les flashbacks. Donc, dans chacune de tes disciplines, de tes gammes et de tes séries, quel est le message que tu veux passer en fait? Flashback, ça décrit quoi? Si on commence par Flashback, alors on va dire, la première série, c'était Wonders of the World, Voilà, les Wonders. Merveilles du monde. Là, c'est vraiment niveau accessibilité, portefeuille client, consommateur, tout SPI confondu. On est à partir de 40 € TTC jusqu'à 120, 125 € TTC. D'accord? Prix client, prix Donc, conseiller. le but avoué, c'est déjà d'avoir une belle étiquette, de faire voyager les gens, mais surtout d'avoir un produit d'accès pour qu'ils découvrent aussi des spiritueux différents. Tout à fait. En fait, les étiquettes il n'y a pas de lien avec le liquide, sinon on se mettrait les nœuds dans le cerveau, ça serait super compliqué.
On s'est dit, bon, bah, écoute, on va pas partir avec des liens parce que, voilà, comme je l'ai expliqué. Et retranscrire un petit peu ce côté explorateur, découverte, voyage. Je suis parti très jeune en expat, voilà, en Australie, comme j'ai expliqué, et compagnie. Et pourquoi pas avoir une étiquette avec pas mal de couleurs dessus. Et Bastien a fait un travail énorme Oui, et c'est sûr. superbe. On voit le résultat un petit peu après 2 ans sur la route. Là, on voit que ça a fait son effet. Flashback, du coup, ça sera un compte d'âge de 20 ans minimum et plus. Donc voilà, budget un peu plus cher, on D'ailleurs, va on dire. les voit un petit peu à l'écran là en ce moment, avec vraiment des logos vraiment qui sont délirants, hein, qui sont vraiment avec des dragons, avec des repères sur des films anciens comme L'Histoire sans fin, comme on a une des dernières en date aussi qui était intéressante, c'était de faire, s'il peut se décaler un tout petit peu sur la gauche, je ne sais pas si on la voit, mais c'était pour les Daft Punk. Voilà, on la voit passer. Alors là, L'Histoire sans fin, on la retrouve. Enfin, moi, je trouve ça délirant et je trouve ça génial de pouvoir mélanger en fait toutes les cultures dans des produits. Alors, en plus, on est de cette époque-là, nous aussi. Les fameux booms dont on a parlé. Des produits, pour l'instant, il n'y a pas d'étiquette, mais ça, on va les évoquer un petit peu après parce que ça va être certainement des prochaines sorties que tout le monde attendra avec grand plaisir. Voilà la série des Wonders of the World. Donc, est-ce que tu as d'autres idées? Je suppose que tu en as déjà et que tu as déjà prévu ça pour la suite, parce que des séries sont toutes vouées à avoir une fin. Est-ce que tu arrives au bout de certaines de ces séries? Est-ce que tu as déjà pensé à la suite? Bonne question. Merci de l'avoir posé. Merci, ouais. Il faut toujours anticiper la prochaine étape. Donc ça, c'est aussi le métier de l'embouteillage. La série Wonders of the World va se terminer d'ici la fin de l'année, voire octobre, septembre-octobre. Donc il y aura 2, 3 cuvées qui risquent d'arriver sous peu. Et ensuite, on va enchaîner sur une nouvelle série un peu plus artistique. Bon, c'est déjà pas mal artistique, mais on va partir un peu plus, un peu plus abstrait, on va dire. Voilà. Oui, oui. Euh, bon, voilà, je vais en garder pour moi aussi. Oui, il ne faut pas tout dire, il faut qu'on ait la surprise. Donc, l'autre partie de ta gamme, c'était aussi les Fields. Oui, alors les field trips, c'est un petit peu la découverte, le vieil explorateur qui part dans des pays méconnus ou qui n'ont pas été découverts, enfin, façon Christophe Colomb. Mais voilà, on va aller voir, on va aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles terres. Et surtout, il y aura des insectes à découvrir aussi. Avec des animaux à chaque Ouais, fois. des animaux, insectes. Donc là, il y a un lien par contre. Sur celle-ci, il y a un lien à chaque fois. La salamandre qui fait partie, la figure emblématique du cognac. Donc on est parti sur, pareil, sur Cognac Pasquet. Un joli premier embouteillage. Alors, ce qui était génial, c'est que d'avoir choisi ce logo-là et cette étiquette, c'est ce qu'il faut savoir, et on en parlera tout à l'heure avec les embouteilleurs de cognac, c'est que c'était fait avec du feu de bois. Et la salamandre, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que c'est l'élémental du feu que les anciens invoquaient pour pouvoir faire rentrer une âme dans leur spiritueux. On parle un peu d'alchimie, on s'extrapole un peu, mais j'ai trouvé ça absolument extraordinaire de démarrer des graphiques avec ce genre de choses, même si derrière c'était ludique avec les coccinelles et Ouais. d'autres produits. Du coup, cette collection-là va continuer, je suppose. Tout à fait, elle va continuer. On va dire, ben, on ne sait jamais quand on va arrêter, hein, mais il y aura quelques cuvées, une dizaine, une quinzaine. Mais c'est des cuvées assez pas accessibles non plus. Donc voilà, on n'a pas de limite sur le spiritueux, comme j'expliquais. Et on est vraiment, voilà, on se limite pas et on verra où est-ce qu'on va aller. Là, on a aussi un petit peu pour enchaîner, on a d'autres spiritueux
qui vont rentrer dans la gamme, comme les spiritueux mexicains, mezcal, tequila, rhum aussi, qu'on Très travaille en bien, c'était la, exclusivité. la question qui suivait. Mais parfait. Parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur, parce que là, non seulement tu vas aller chercher une tradition d'un pays, mais tu vas faire travailler les gens en local, tu vas profiter de leur savoir-faire, de leur expérience, enfin de la richesse culturelle qu'il peut y avoir dans ces pays-là, qui sont aussi tes amis. Hein, je ne vais pas tout dévoiler, tu vas nous parler de tout ça, mais du coup, cette expérience par rapport au mezcal, ça t'est venu comment et comment tu comptes l'exploiter? Alors, l'expérience du mezcal, il n'y en a pas. Je Et plaisante. Mexique? Et Mexique, j'y suis allé quelques fois quand je travaillais dans l'industrie minière. Mais on va dire que le fait de nouer des liens avec des amateurs, autres que les spiritueux que je connais aussi, des amateurs de mezcal, tequila, je suis vite devenu ami avec Bruno et Darian. Voilà, ils sont mexicains, ils sont sur place. Comme je disais, on a le palais peut-être pour quelques spiritueux, mais on ne peut pas être partout. Moi, je connaissais pas du tout, donc il a fallu aller sur place aussi. La vision était vraiment, je voulais vraiment sortir des spiritueux mexicains à la base, depuis très longtemps en fait. Et je me suis dit, ben là, il y a tout ce qu'il faut. Parce que Il y a la- quoi, tu as un feeling avec ce pays, tu as un feeling avec cet alcool-là, avec quoi? Avec, Alors pour moi, cet alcool-là est super, il est à part entière différent de tous les autres spiritueux que j'ai pu goûter. pour avoir Euh, goûté, c'est sûr. du fait de la matière première, on parle d'une plante qui est âgée. Les autres spiritueux, on les fait vieillir, la plupart. D'accord. Alors que là, le produit en lui-même qui sort de l'alambic, le distillat, il est déjà vieux du fait que la plante, l'agave, elle est 8, 10, 12, 15, 18, 20 ans d'âge, voire plus. Donc, on est vraiment sur un autre spiritueux qui est végétal, là, on parle vraiment de terroir. Si on parle de terroir, là, on a vraiment le terroir mexicain. Et je trouve ça unique. Et c'est vrai que j'étais un fan de cocktails avec mezcal, côté fumée et compagnie. Donc, je me suis dit un jour, si je crée ma société dans les spiritueux, il faudrait qu'il y ait du mezcal et il faudrait qu'il y ait mezcal tequila avec, quoi. Et puis derrière, il y a une histoire humaine aussi. Hein, parce que tu es devenu ami avec ces gens-là et puis tu as créé quelque chose dans leur communauté aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tout à fait. Donc, c'est Bruno et Darian. Bruno vit à Paris, mais fait des allers-retours au Mexique. Darian, son neveu, Sarabia, il est à Guadalajara. Et bon, ils ont aussi, ils sont français aussi, mais ils sont mexicains avant tout. Et on a vraiment ce côté de passion qui nous unit. Et du coup, j'ai passé 15 jours là-bas l'année dernière, au mois d'octobre. C'est vraiment unique quoi, de visiter les distilleries perdues dans la jungle, de mezcal. En fait, c'est même pas mezcal parce qu'on est hors AOC Oaxaca. Donc, on est vraiment sur Distillado de Agave. Mais c'est la façon, les procédés de distillation, la plante qui est la matière première, l'agave. La culture de l'agave est immense. Donc, c'est un savoir-faire unique. Et je pense que ça rentre vraiment dans l'esprit soit de Spirit, faire ce qu'on fait ici, mais le faire au Mexique. Oui, puis en plus, en utilisant les locaux, tu gardes aussi cette tradition parce que les bouteilles sont faites d'une certaine matière qui sont. Enfin, je ne sais pas si tu as décidé d'embouteiller ça là-bas et de les faire revenir. Ça va être la prochaine question. Mais est-ce que tu peux parler aussi de l'embouteillage? Parce que je ne sais pas si on l'a bien vu au niveau de la vidéo du stand, mais c'est des bouteilles en terre cuite, c'est ça? Tout à fait, ouais. Si on fait un zoom, s'il y a une personne sur le stand, on verra. Non. Ok, on On voit les a vus tout à l'heure, voilà. on les a vus, super. Je ne les ai pas vus. C'est des bouteilles en céramique, donc faites localement par un artiste dans la céramique. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de soucis aussi. On s'est retrouvé à Oui, des parce que ça bouteilles. reprend aussi la typologie de tes bouteilles, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une ligne de conduite visuelle pour qu'on reconnaisse les produits de Swell. Donc je suppose que ce mélange en fait des cultures a dû être intéressant aussi.
Oui, et c'est le fait de faire tout sur place. Toutes les matières sèches sont sourcées sur place. Donc, on a vraiment le côté mexicain de A à Z et travailler avec des artistes locaux, artistes dans la céramique, artistes peintres qui va nous faire la décoration, l'illustration de chaque étiquette. Donc voilà, on met en évidence les personnes qui vivent localement et le commerce local. Et ensuite, on va essayer, on essaye de les faire rapatrier à la voile. Ça aussi, c'est un autre sujet. Pour Mais avoir un vieillissement dynamique, c'est ça? vissement dynamique, non, parce que ça sera dans les bouteilles, mais D'accord. ouais, ça sera déjà embouteillé sur place. Mais avoir un petit peu la touche écolo qu'on a tous, Oui. on se doit à l'heure actuelle et encore plus de penser à le côté émission CO2 et Bien sûr. Super. On va parler un petit peu de ta cuvée Sorum, parce que tu nous as gratifié d'une cuvée spéciale pour ce salon. Alors, je pense qu'on la voit, hein. On va la mettre. donc voilà la cuvée. Elle est c'est On tour, parce que du coup, il y a plusieurs dates. Je crois que tu fais aussi. ouais, ouais, il y a plusieurs dates de salon. La première date, ça va être c'est ici, Sorum. Merci Philippe d'ailleurs pour la confiance sur cette cuvée qui est un petit peu la première de la série On Tour, comme j'expliquais. On fait des dates. Là, c'est une ressemblance à Bob Marley. Pas le crier trop fort non plus. Avec en contrefond la Cité du Vin et les couleurs bordelaises, rouge bordeaux. Ouais, comme ça, ouais. Ah, c'est trop. Voilà, on va voir un peu plus de détails. On vous fera les retours de dégustation, bien sûr. Dans cette cuvée, je peux en parler, bien sûr. C'est le premier blend de chez Swell Spirits. On est sur un assemblage de 5 distilleries en Jamaïque, euh, avec la répartition de cette façon suivante. On est à 25% sur les trois distilleries Long Pond, New Yarmouth et Hamden. Donc, sur les 5 distilleries, il y en a 4 qui sont en post-still, l'autre en colonne, c'est New Yarmouth. Alors juste, est-ce que tu peux expliquer la différence justement un pot de style parce que c'est vrai que pour nous ça Oui. paraît compréhensible, mais pour le grand public peut-être qu'ils n'ont pas cette notion. Alors, sur du post-still, on parle surtout en Jamaïque, c'est des post-still qui sont à double rotor. On va dire qu'on est presque à une triple distillation. C'est difficile de comparer, mais ça veut dire que on vient mettre la vinasse voilà, dans la chaudière, on vient avec un alambic à colle de cygne qui va retomber dans une bouilloire. Ouais, donc qui monte et qui Voilà, redescend. une seconde bouilloire qui remonte, qui redescend, se concentrer en arôme, enfin se charger. C'est des distillats super lourds. On sait très bien la Jamaïque produit des rhums condensés en arôme avec une grosse palette aromatique déjà qui sort de l'alambic. Et puis avec ces longues fermentations, les dunders, les muck pits. Là aussi, je rentre un petit peu dans les détails. Je suis désolé si j'en perds quelques-uns ou Justement, quelques-unes. c'est intéressant parce Mais que on se rend pas compte quand on est dans du tout public qu'il y a autant de détails, de différences qu'on peut retrouver aussi justement dans les parfums et les spécificités selon les pays d'où ça vient en fait. bien sûr. Donc là, pour un petit peu expliquer post-still et colonne. Et colonne, on est souvent sur du coffee still ou autre. On est vraiment en distillation continue. Il n'y a pas de, c'est qu'une distillation. Voilà. Là, on parle de New Yarmouth. Et là, donc du coup, dans la composition, on est sur 25 de chaque. Donc on est à plus de 75% de la composition de la composition de l'assemblage. Et le reste, on est sur la quatrième, c'est Clarendon, et la cinquième, c'est Worthy Park. High ester, medium et low ester, un petit peu un mix qui arrive, on va dire, j'ai pas mesuré les substances volatiles, mais on est en dessous du médium, entre le low et le médium.
Voilà, toujours pareil pour resituer. Quand on parle de high ester, c'est les substances et volatiles qui sont les plus hautes Oui. au milieu de ces rhums. C'est aussi, alors, faut pas confondre les degrés alcooliques et les esters. Mais ça, ça sera une autre communication plus tard. Ce qui est intéressant, c'est ce mélange, c'est ce blend. C'est comment tu as l'idée déjà de joindre et de mixer, on va dire, ces différentes origines. Et encore une fois, à quel moment tu décides du pourcentage de chacun. Alors là aussi, c'est un travail minutieux et on avance petit à petit. Ça se fait en plusieurs mois. Donc, on essaie des distillats de chaque distillerie. On va chercher les distillats aussi dans les distilleries, même si c'est super compliqué. Là, j'ai pas mal de litres de cet assemblage-là. Il a fallu acheter beaucoup. Mais l'approche est telle que moi, étant pas du tout du milieu, je suis rentré par la petite porte, comme expliqué précédemment. J'avance à tâtonnement, quoi. Je fais des pourcentages. Je sais qu'il y a des distilleries qui me plaisent plus que d'autres au niveau du distillat en soi. Mais pourquoi pas faire 5 des 6 distilleries en Jamaïque, la sixième étant à Appleton Estate. Mais voilà, on se donne un focus, en fait, une direction, une ligne directrice, d'arriver sur quelque chose qui sera fruité avec la banane qui ressortira assez punchy. Donc voilà, je voulais avoir une version brute et petit à petit réduire. Cette version est réduite à 68 degrés. Donc ça a été une réduction lente sur 2 mois, quelques centilitres par jour. Et ensuite, on se retrouve avec un produit en soi, les meilleurs master blenders, les master blends, en fait, ils disent souvent dans le milieu du Scotch whisky que si le consommateur final à la dégustation arrive à identifier une distillerie plus que l'autre, c'est qu'on n'a pas fait le bon boulot. Donc voilà, C'est toujours ce travail de l'équilibre. Ouais, voilà, un gros travail d'équilibre et l'assemblage doit répondre un petit peu à l'attente du départ. Et j'ai fait beaucoup d'essais sur ces 5 distilleries. Ouais. Alors, ce qui est super intéressant pour les aficionados comme on est nous, c'est que tu as déjà sorti un premier batch, on va dire, de ce mélange-là, qui était pour une société de distribution en France. Et du coup, on a une version un peu plus forte en alcool et cette version-là qui est un peu réduite. Donc, ça va vraiment nous permettre de comparer, de voir l'évolution. Donc, c'est un peu encore ce que tu faisais dans tes expériences. En fait, ça nous permet aussi de voir l'évolution d'un produit suivant comment on le traite, suivant comment on le réduit, suivant comment on le garde et d'avoir les mêmes traceurs en fait derrière. Ce qui plaît dans la réduction, c'est que même si j'ai fait beaucoup de sorties en brut de fût, il peut s'avérer qu'une réduction lente, un repos en cuve inox, brassage ou en damjan aussi. Beaucoup de travail de damjan, c'est super intéressant là-dedans aussi. Ça, on va l'évoquer tout à l'heure avec les cognacs, parce que oui. c'est une grande spécialité cognacaise. Donc du coup, on s'aperçoit qu'à 68 degrés, l'alcool, il est beaucoup plus fruité qu'à 75. Il n'a pas la touche métallique aussi qu'on a à 75 degrés. Et je ne sais pas trop, il y a de bons retours. Il y a des gens qui préfèrent le 75, il y a d'autres qui préfèrent le 68, mais je vais attendre la fin du salon. Les couleurs, Ouais. c'est toujours pareil. En tout cas, les deux produits sont intéressants. Ça, c'est sûr, pour avoir goûté les deux. On va devoir accélérer un tout petit peu. Moi, j'aimerais bien savoir quelle va être la projection de Swell de Spirits dans les mois, les années à venir. Est-ce que tu as déjà une trame? Est-ce que tu as des souhaits précis? Écoute, j'avance pas au jour le jour, bien sûr, parce qu'on anticipe les 6 mois, 1 an, 2 ans d'avance. On a pas mal de fûts qui dorment. Et qui ne dorment pas, c'est de l'élevage qu'on fait, mais je veux dire, je sais ce que je vais sortir d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'il y aura de belles surprises au niveau d'un rhum mexicain notamment, d'autres spiritueux dont j'ai parlé,
d'aller chercher autre chose, d'aller expérimenter, de sortir du blend aussi. Donc là, c'est un petit peu le cœur de métier. Il va falloir que j'approche et avoir une gamme standard. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est assez fragile au niveau du modèle de mon business. Il faut avoir un petit peu une gamme standard et aussi la gamme standard permettrait à avoir plus de bouteilles sur le marché, permettre à plus de personnes à avoir de soie de spirits aussi. Avoir accès, oui. C'est assez restreint, c'est un single, c'est un fût unique qui sort, c'est 300-400 bouteilles. Et vu que je suis sur pas mal de marchés à l'export aussi, plus accessible, une gamme à 50-60 euros maximum en termes d'achat et aussi moins élevé en degré d'alcool. Donc ça aussi, c'est les futures sorties. Oui, parce que du coup, maintenant que ça commence à être une marque réputée, connue, tout le monde s'arrache les bouteilles avant la sortie et surtout au moment de la sortie, ça a été un rush terrible, hein. Surtout pour la cuvée anniversaire, on a eu pas mal de retours là-dessus. Comment tu arrives à gérer cette notoriété maintenant et qu'est-ce que tu aimerais dire à tes consommateurs et tes fans? Il y a plusieurs questions dans une question, là. Je sais. Mais non, l'approche reste la même, hein. On a la même vision de faire plaisir et de se faire plaisir et de faire plaisir. Partager le partage avant tout. Je sais que il y a pas mal de frustration et puis il y a eu pas mal d'échanges avec des consommateurs qui étaient aigris et qui étaient sûrement pas contents, bien sûr, mais c'est pas évident de gérer parce que on veut faire plaisir à tout le monde, mais il s'avère que on peut pas. On peut pas à l'heure actuelle. Bah, ne serait-ce que par les quantités, les fûts et tout ce que tu disais, hein, le prix maintenant augmentant aussi au niveau des brokers et du reste. Ben, quand tu fais un single casque, il n'y a pas que toi, je te rassure, Mika, hein, c'est pareil pour tous les gros embouteilleurs qui font des séries à quantité réduite. C'est toujours compliqué d'en obtenir. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait le goût du jeu pour nous aussi, d'avoir telle ou telle chose à goûter. Donc, faut continuer comme ça. Nous, ce qu'on a besoin de te dire, c'est juste continue de nous sortir des pépites comme ça, on est ravis. Et puis, garde l'éthique que tu avais au début, parce que c'est vraiment ce qui fait ta marque de fabrique, le swell. Le swell, c'est quelque chose justement de cool qui se perpétue dans les vagues, dans le fun et tout ce qu'on a derrière. Donc, merci beaucoup. On Merci, se retrouvera sur d'autres salons certainement. Et puis, nous, on va continuer à goûter tes cuvées, hein. Super, merci Stéphane. Juste, je veux rajouter la vision, l'approche de Swell, vraiment, c'était vraiment de mettre à l'honneur ce qui a été fait auparavant en amont. Parce que on arrive et on se fait plaisir à sélectionner, mais on est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Et c'est avant tout mettre à l'honneur le terroir, le travail de la maison, de la distillerie avant même ce qu'on fait nous. Et c'est vraiment pour transférer le message, le meilleur des messages possibles, d'être à leur côté et de pouvoir passer du temps avec eux, mais aussi pouvoir en parler le mieux possible. Et merci Et qu'il n'y a tes pas de compliments. limite. Voilà. Et qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut produire aussi quand on est un embouteilleur indépendant. Ouais, on n'a pas de limite, c'est sûr, et puis on ne se met pas de limite, hein. De toute façon, il y a pas lieu de tout ce qui est là où il y a de la qualité, comme des eaux de vie de fruits. Je suis à distiller de la poire l'année dernière. Oui, Voilà, la poire, oui. non, c'est faux. Et puis je pense qu'il y a un point d'honneur aussi à dire aux consommateurs qu'il y a des spiritueux français, le cognac, l'armagnac, Calvados, les eaux de vie de fruits, ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur de la France. On a de belles eaux de vie, de jolis spiritueux, et acheter français, quoi. Ça sera le mot de la fin. Merci Mika. Merci Stéphane.